Ils m'ont dit de ne le dire à personne, que ce serait notre secret. Ils ont dit qu'ils me tueraient si j'ouvrais la bouche, et à seulement 12 ans, j'ai cru ce monstre. Le sang sur mes jambes n'était que le début du cauchemar. Bonjour mes chéris. Je m'appelle Clotilde, mais tout le monde m'appelle Clo. J'ai 79 ans, je suis née et j'ai grandi à Guadalajara, Jalisco. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai gardée en moi pendant presque 67 ans. Une histoire que beaucoup de membres de ma famille ne connaissent même pas bien, car la honte et la peur m'ont fait taire pendant si longtemps. Si vous regardez cette vidéo, aimez-moi et abonnez-vous à la chaîne. Cette petite vieille dame vous remercie du fond du cœur. Dites-moi dans les commentaires de quelle partie du Mexique vous me regardez. Parfois, je me demande comment mes mots parviennent à des endroits où je n'ai jamais mis les pieds, et cela me procure une joie que je ne peux même pas expliquer. Commentez également quelque chose que vous aimez faire. Je recherche de nouvelles activités de divertissement à faire pendant mon temps libre. J'ai hâte de lire tous les commentaires. Commençons par le début, quand j'étais encore la petite princesse de la maison avant que l'obscurité ne franchisse la porte d'entrée déguisée en famille. Je suis née en 1946, peu après la Seconde Guerre mondiale. Guadalajara était une ville très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Nous vivions dans une grande maison près du centre avec une immense cour où je jouais avec mes poupées de chiffon. Mon père, Alid, travaillait dans les bureaux des chemins de fer nationaux du Mexique. Un homme respecté qui rentrait toujours à la maison dans un costume impeccable, même après une journée de travail complète. Maman, Doña Isora, était institutrice à l'école primaire, une de celles qui connaissait par cœur tous les noms des élèves. C'était une femme élégante, toujours vêtue d'une robe bien repassée et de cheveux soignés, même à l'intérieur de la maison. Elle a dit qu'une femme décente devrait toujours avoir l'air présentable, car on ne sait jamais qui va frapper à la porte. Nous étions une famille de la classe moyenne à une époque où cela signifiait avoir des privilèges que la plupart des gens n'avaient pas. Nous avions une fille, Sebastiana, qui dormait à la maison et s'occupait de tout pendant que mes parents travaillaient. Elle était comme une seconde mère pour moi. Il m'a appris des histoires effrayantes qui me faisaient trembler de peur et rire en même temps. J'étais enfant unique, le centre de l'attention. Papa et maman ont essayé d'avoir d'autres enfants, mais après 2 fausses couches, les médecins ont dit qu'il était dangereux pour maman d'essayer à nouveau. Tous leurs espoirs, leurs rêves et leurs ambitions étaient donc placés sur moi et j'avoue que j'ai profité de cette position. Elle était gâtée. Oui, je ne vais pas le nier. Ils m'ont acheté les plus belles poupées, les plus belles robes et j'ai pris des cours de piano avec le professeur d'italien qui habitait près de l'église. Clotilde va être une très belle jeune femme, disait maman aux voisins qui venaient prendre un café chez nous le samedi après-midi. Elle sait coudre, broder et peut déjà jouer 3 chansons complètes au piano. Les matins à l'école étaient faciles pour moi. Être la fille du professeur le plus respecté de la ville avait ses avantages. Les autres professeurs m'ont toujours félicité, même quand je ne le méritais pas. L'après-midi, après avoir fait mes devoirs, je pouvais jouer dans la cour ou sur le trottoir avec les autres enfants des rues. Nous avons joué au serpent de mer, à la toupie et à cache-cache jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. Les dimanches étaient spéciaux. Nous nous sommes levés tôt pour aller à la messe à la cathédrale de Guadalajara. Maman m'habillait de ma plus belle robe, mettait des rubans dans mes cheveux et me faisait promettre de rester sur place pendant la célébration. Après la messe, nous allions déjeuner chez ma grand-mère maternelle, ma mère, qui habitait à quelques pâtés de maison de la cathédrale. Le déjeuner du dimanche était une fête. Plusieurs oncles, tantes et cousins se sont réunis autour de la grande table en bois qui se dressait dans la cour sous le noyer. Maman est apparue et a préparé du pozole avec du poulet élevé à la ferme, ce qui a pris 2 jours à préparer. L'odeur de cette nourriture est l'un des souvenirs les plus vifs que j'ai de mon enfance heureuse. Grand-père Benito, le mari de la mère disparue, était un homme calme mais aimant. Il travaillait dans les champs depuis son enfance, et bien qu'aujourd'hui à la retraite, il entretenait toujours un potager impeccable au fond de la cour. De lui, il recevait les meilleurs fruits, des mangues, des aubépines et des goyas fraîchement coupés, encore chaudes du soleil. Ma grand-mère paternelle, Mama Olinda, était veuve depuis que j'étais bébé. Elle vivait seule dans une petite maison à l'autre bout de la ville. Nous lui rendions visite une fois par mois, lui apportant toujours de la nourriture et des médicaments. C'était une dame de peu de mots, toujours vêtue de noir, mais qui souriait des yeux quand elle me voyait arriver. C'était en 1957. J'avais 11 ans quand les choses ont commencé à changer. Mama Aparecida, celle qui faisait le meilleur pozole du monde, commença à ressentir de fortes douleurs. Au début, tout le monde pensait que c'était juste une question d'âge. Elle avait déjà 67 ans à cette époque,
Mais la douleur ne disparaissait pas et elle devenait de plus en plus maigre et faible. C'est une tumeur. J'ai entendu papa dire doucement à maman une nuit alors qu'il pensait que je dormais. Le médecin dit que le virus s'est déjà propagé dans tout le corps. Je n'ai pas bien compris ce que cela signifiait, mais j'ai su que c'était quelque chose de grave à la façon dont maman s'est mise à pleurer, étouffant des graines de soja avec ses mains pour que je ne l'entende pas. La mère, qui est apparue, a survécu à peine 3 mois après le diagnostic. J'ai vu ma mère, toujours si forte et contrôlée, s'effondrer lentement. Elle a commencé à s'absenter du travail pour s'occuper de sa mère malade. Il passait des jours et des nuits au chevet du patient, à lui donner des médicaments, à changer les draps et à prier. Je me souviens du jour où ma grand-mère est décédée. C'était un dimanche, ironiquement. Il n'y avait pas de posole, pas de rire dans la cour, juste le silence et le son des pleurs étouffés des adultes. Je me suis assis sur le pas de la porte, ne comprenant pas vraiment pourquoi tout le monde était si triste, mais ressentant le poids de cette absence qui ne serait jamais comblée. Les funérailles ont eu lieu le lendemain. Toute la ville semblait être dans le cimetière. Maman, Aparecida, était connue et aimée de beaucoup. Maman était dévastée, appuyée sur le bras de mon père, comme si elle allait s'évanouir à tout moment. C'est ce jour-là que j'ai vu mon grand-père Benito, veuf à 70 ans, pleurer pour la première fois. Pas un cri fort, mais des larmes silencieuses qui coulaient sur son visage ridé tandis qu'elle fixait le cercueil. Dans les semaines qui ont suivi, la vie a essayé de revenir à la normale, mais une ombre planait sur notre maison. Maman était différente, distante. Il a essayé de me sourire, mais je pouvais dire que ce n'était pas le même sourire qu'avant. Papa a fait de son mieux pour que tout fonctionne. Il m'a conduit à l'école et m'en a ramené, a aidé Sebastiana dans certaines tâches ménagères et a essayé de remonter le moral de maman avec de petits cadeaux. C'est à ce moment-là que mon grand-père Benito a commencé à apparaître davantage à la maison. Au début, il ne venait que pour le déjeuner du dimanche, qui était désormais chez nous. Puis, cela a commencé à apparaître également au cours de la semaine. Ton grand-père est très seul dans cette maison, expliqua papa. Ta mère est la seule fille qui vit en ville. Tes oncles sont tous loin. C'est notre responsabilité de prendre soin de lui maintenant. J'aimais bien grand-père. Il avait toujours des bonbons à la menthe dans sa poche et me racontait des histoires de l'époque où il était enfant au ranch. Des histoires de jaguars apparaissant dans les champs, de pêche dans la rivière, des fêtes de San Juan où il a rencontré ma grand-mère. C'étaient des histoires simples, mais elles m'ont fait voyager à une époque que je n'avais jamais connue. Un jour, environ 2 mois après les funérailles de grand-mère, mon père est rentré à la maison avec une expression sérieuse. Il a appelé maman et tous les deux sont restés à parler tranquillement dans la cuisine pendant un long moment. J'ai essayé d'écouter, mais Sebastiana m'a envoyé dans ma chambre pour faire mes devoirs. Ce soir-là, au dîner, papa a fait l'annonce. Clotilde, ton grand-père vient vivre avec nous. Il ne peut plus rester seul dans cette maison. Elle est trop grande pour qu'il puisse s'en occuper. Et il va partout en oubliant des choses. Hier, il a laissé le poêle allumé et cela aurait pu provoquer un incendie. Maman hocha la tête, même si ses yeux semblaient inquiets. Réparons l'arrière-salle pour lui. J'ai déjà parlé avec Sebastiana. Elle va l'aider à apporter ses affaires demain. J'étais enthousiasmée par l'idée. Avoir grand-père à la maison signifiait plus d'histoire, plus de bonbons à la menthe, plus d'attention. Je n'avais pas réalisé à l'époque à quel point maman semblait mal à l'aise face à la situation. Je n'ai pas compris le regard prudent qu'elle et papa ont échangé. Comment aurais-je pu imaginer que cette décision, prise par amour et par devoir familial, changerait complètement le cours de ma vie? Comment pouvais-je savoir que derrière ces histoires de ranch et ces menthes se cachait un monstre qui détruirait mon enfance à jamais? Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement, rêvant des histoires que grand-père me racontait chaque jour. Je ne savais pas que les vrais cauchemars étaient sur le point de commencer. Grand-père Benito est arrivé un mercredi matin avec seulement une vieille valise en cuir et une boîte en carton contenant ses biens les plus précieux. J'étais à l'école quand il a emménagé dans la pièce du fond, celle au-delà de la cour de service, séparée de la maison principale par un petit couloir couvert. Maintenant, grand-père va faire partie de notre routine, Clotilde, expliqua maman en préparant le dîner de ce jour-là. Il est déjà vieux et a besoin de nos soins. Soyez une bonne fille et aidez autant que vous le pouvez. Au début, sa présence semblait être une bénédiction. Grand-père s'est levé tôt, même avant Sebastiana, et il avait déjà préparé du café quand nous nous sommes tous levés. Il avait une façon simple mais efficace de faire les choses. Il a réparé le robinet de l'évier qui fuyait et a réparé le portail qui grinçait. J'ai commencé un petit jardin dans le coin du patio.
Mon père était heureux de voir que malgré ses 70 ans, grand-père avait encore de la force et de la motivation. Don Benito a un don pour ce genre de choses, commenta papa avec approbation. C'est un homme habitué au travail acharné depuis son enfance. Les premiers signes indiquant que quelque chose n'allait pas sont apparus subtilement, comme de minces nuages annonçant une tempête lointaine. J'ai remarqué que maman évitait d'être seule avec grand-père. Quand il entrait dans la cuisine pendant qu'elle cuisinait, maman trouvait alors une excuse pour partir ou me demandait de rester là avec elle. À l'époque, je pensais que c'était juste le deuil encore récent de la mort de grand-mère qui rendait l'atmosphère lourde entre eux. Grand-père a commencé à me donner encore plus d'attention. Non seulement il me racontait des histoires, mais maintenant il m'apportait des petits cadeaux, des rubans colorés pour mes cheveux, des bonbons de Valentina, même une poupée de chiffon qu'il avait fabriquée lui-même. Cela m'a rendu très heureux. Je n'avais jamais reçu autant d'attention de la part d'un adulte qui semblait avoir un temps infini pour moi. C'est environ 1 mois après son arrivée que j'ai remarqué le premier véritable changement dans son comportement. Nous étions 4 à dîner, moi, maman, papa et grand-père. Sébastiana s'était déjà retirée dans sa chambre à l'arrière. Mon père a mentionné une augmentation qu'il avait obtenue au travail. Avec cet argent supplémentaire, on pourra même penser à inscrire Clotilde à ses cours de danse classique qu'elle réclame tant, dit papa en me souriant. J'ai failli sauter de ma chaise de joie, mais la voix de grand-père a interrompu ma célébration. Balai, gronda-t-il en frappant sa fourchette sur son assiette plus fort que nécessaire. Pourquoi gaspiller de l'argent pour des bêtises? La fille doit apprendre des choses utiles. Cuisiner, coudre, s'occuper de la maison. Ces sautillements en pantoufles, les gens de la capitale n'ont pas à les faire. Un silence gêné s'abattit sur la table. Mon père, toujours si sûr de lui, semblait reculer devant les paroles dures de son grand-père. Maman baissa les yeux sur son assiette, évitant la confrontation. Papa, avec tout le respect que je te dois, l'éducation de Clotilde est notre décision. Mon père a finalement répondu, mais sa voix semblait moins confiante que d'habitude. Grand-père émit un rire sec. Votre décision. Vous élevez cette petite fille pleine de caprices. À mon époque, les enfants obéissaient et c'était tout. Ils ne choisissaient pas ce qu'ils voulaient faire ou non. C'était la première fois que je voyais le côté autoritaire de mon grand-père, mais ce n'était pas la dernière. Petit à petit, il a commencé à s'impliquer dans tout. Au repas, dans les vêtements que je portais, même dans le volume de la radio quand papa écoutait le match de foot. Cette maison devient un vrai désastre. Il s'est plaint. À mon époque, l'homme qui se respectait maintenait l'ordre dans la maison. C'était comme s'il voulait tout posséder, y compris les gens. J'ai remarqué que papa, pour éviter les disputes, commençait à céder sur de petites choses. Maman, de son côté, devenait de plus en plus silencieuse et réservée. Le pire, c'était quand mon père devait voyager pour le travail. Cela arrivait 1 fois par mois. Il restait généralement 2 ou 3 jours à l'extérieur pour visiter d'autres gares. À cette époque, grand-père agissait comme s'il était l'homme de la maison, donnant des ordres à tout le monde, y compris à Sébastiana, qui commençait à se plaindre doucement. Don Benito n'est pas mon patron, murmura-t-il à maman un après-midi alors qu'il pensait que je ne l'écoutais pas. Le Seigneur va de par le monde en croyant qu'il peut contrôler même l'air que nous respirons. C'est lors d'un des voyages de mon père en août 1958 que quelque chose s'est produit qui m'a vraiment effrayée pour la première fois. Maman était allée chercher des vêtements chez un cousin malade et ne reviendrait pas avant l'après-midi. Sébastiana lavait du linge dans l'évier à l'arrière. J'étais dans le salon en train de faire mes devoirs de mathématiques. Grand-père est entré dans le salon, s'est assis sur le canapé en face de moi et m'a regardé en silence. J'ai senti un étrange frisson dans la nuque, comme si quelque chose n'allait pas. « Viens ici, Clotilde, dit-il après quelques minutes. Laisse grand-père voir si tu fais bien cette corvée. » Je me suis approchée en tenant le carnet. Il a tapoté son genou, m'indiquant que je devais m'asseoir là. À contre-cœur, j'ai obéi. Après tout, c'était mon grand-père et on m'avait toujours appris à respecter mes aînés. Tu deviens une dame maintenant, murmura-t-il en passant sa main dans mes cheveux d'une manière qui me mit mal à l'aise. Tu es presque en âge de te marier, tu sais? Je n'ai que 12 ans, grand-père, répondis-je, confuse. À mon époque, les filles de 12 ans étaient déjà fiancées. Ta grand-mère avait 14 ans quand elle m'a épousée. Sa main a glissé dans mon dos, une caresse qui ne ressemblait plus à celle d'un grand-père. Tu dois vite apprendre à être une femme. À ce moment-là, Sébastiana est entrée dans le salon avec un panier de vêtements.
Grand-père a immédiatement retiré sa main de mon dos et a changé de ton. Cette fille ne sait même pas faire une division. À mon époque, on apprenait ça avec une règle. Je me suis levée rapidement, soulagée par cette interruption. Quelque chose dans le regard de Sébastiana m'a dit qu'elle avait remarqué quelque chose d'étrange, car elle a froncé les sourcils et m'a observé tout le reste de l'après-midi. Ce soir-là, après le dîner, je suis allée dans ma chambre tôt, disant que j'avais mal à la tête. J'avais vraiment envie d'être loin de grand-père. Il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait maintenant qui m'effrayait. Une peur que je ne pouvais ni expliquer ni comprendre complètement. Allongée dans mon lit, j'ai entendu ma mère et mon grand-père discuter dans la cuisine. Les voix ont commencé à voix basse, mais ont vite augmenté. En volume. Alide est très douce avec cette fille. La voix de grand-père résonna dans le couloir. Et toi aussi. Ils élèvent une fille inutile. Papa, s'il te plaît. La voix de maman semblait fatiguée. Clotilde est une bonne fille, studieuse, polie. Polie. Il l'interrompit avec un rire froid. Elle me regarde à peine dans les yeux quand je lui parle. De mon temps, les enfants regardaient leurs adultes dans les yeux et obéissaient sans poser de questions. Les temps sont différents, papa, et je te demande de respecter notre façon d'élever notre fille. Il y eut un bruit comme si quelqu'un avait frappé la table. Respect. Le respect était ce que tu devais avoir pour moi. Je suis ton père. Après la mort de ta mère, vous m'avez coincé dans cette petite pièce à l'arrière comme si j'étais un vieux chien. Personne ne t'a coincé nulle part. La voix de maman s'est brisée. Nous essayons de prendre soin de lui, de le mettre à l'aise. Confort. Il a ri à nouveau d'une manière qui m'a donné des frissons. Il m'enferme dans cette taudis. Pendant que tu restes dans la grande maison. Je suis servi en dernier à table. Ils me disent de garder ma bouche fermée quand je donne des conseils. Il y eut un silence, puis la voix de maman devint plus basse. Si vous n'êtes pas heureux ici, vous pouvez rentrer chez vous. Personne ne l'a forcé à venir. Un autre coup plus fort sur la table. C'est ce que tu veux. Débarrassez-vous de votre vieux père. Renvoyez-moi pour être seul jusqu'à ma mort. C'est ainsi que vous honorez votre mère. Elle doit se retourner dans sa tombe de honte à cause de toi. Je me suis couvert les oreilles avec l'oreiller, ne voulant plus rien entendre. Cette nuit-là, j'ai fait des cauchemars dans lesquels des ombres me poursuivaient dans la maison. Le lendemain matin, maman avait de profondes cernes sous les yeux et touchait à peine à son café. Grand-père, lui, semblait étrangement satisfait, comme s'il avait gagné une bataille. Quand papa est revenu de son voyage 2 jours plus tard, j'ai réalisé que maman ne lui avait rien dit à propos de la dispute. Elle sourit avec force. Il a dit que tout allait bien. Grand-père, pour sa part, était plus gentil que jamais avec mon père, lui proposant de l'aider dans tout ce qui était nécessaire, le félicitant d'avoir travaillé si dur pour subvenir aux besoins de la famille. C'était comme si 2 personnes différentes vivaient à l'intérieur de mon grand-père. L'homme doux et serviable qui se présentait lorsque mon père était à la maison et le tyran contrôlant qui émergeait dès que mon père sortait de la porte. Une semaine plus tard, Sébastiana a demandé sa réplique. Il a dit qu'il avait trouvé un meilleur travail dans une maison du centre-ville, mais j'ai vu dans ses yeux qu'il y avait une autre raison. Avant de partir, il m'a serré fort dans ses bras et m'a murmuré à l'oreille. « Prends soin de toi, ma fille, et si quelque chose de mal arrive, préviens immédiatement ta mère. » Je n'ai pas compris l'avertissement à l'époque, mais bientôt, très bientôt, je comprendrai parfaitement ce qu'elle voulait dire. Avec le départ de Sébastiana, maman a commencé à passer plus de temps à la maison. Il a demandé un congé de l'école pendant quelques semaines en disant qu'il devait organiser la maison. Je pense qu'au fond, il ne voulait pas me laisser seule avec grand-père. Cela m'a apporté un soulagement temporaire, mais cela n'a pas duré longtemps. Bientôt, maman a dû retourner à l'école. Le directeur de l'école avait clairement indiqué qu'il ne pouvait plus prolonger son congé, et papa a commencé à faire des voyages plus longs. Parfois resté absent pendant une semaine entière. C'est au cours d'une de ces semaines, en novembre 1958, que mon monde s'est complètement effondré. Maman était allée à une réunion à l'école qui durerait jusqu'à tard. J'étais dans ma chambre, déjà en chemise de nuit, en train de me brosser les cheveux avant d'aller dormir. La porte s'ouvrit sans frapper. Grand-père se tenait là, me regardant avec un regard que je n'oublierai jamais de ma vie. Un regard qui mêlait quelque chose d'animal à une froideur calculatrice qui me glaçait l'âme. « Ta mère ne rentrera pas tard », dit-il en entrant dans la pièce et en fermant la porte derrière lui. « Nous devons avoir une conversation d'adulte à adulte, Clotilde. » J'ai su à ce moment-là que quelque chose de terrible allait se produire.
Une panique primitive m'a saisi, faisant battre mon cœur si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. Ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi est quelque chose qui me hante encore dans les nuits les plus sombres. Ses mains rugueuses, son poids me clouant au lit, la douleur lancinante, mes cris étouffés par la main ridée couvrant ma bouche, l'odeur de tequila et de sueur aigre, les mots horribles murmurés à mon oreille. Si tu le dis à quelqu'un, je te tuerai, toi et ta mère, dit-il une fois terminé, en redressant ses vêtements comme si de rien n'était. Personne ne te croira. Ils vont dire que tu as provoqué grand-père, que tu es une fille sans vergogne. Je suis restée paralysée dans mon lit longtemps après son départ. Incapable de pleurer, incapable même de respirer correctement. Une partie de moi est morte cette nuit-là. La fille confiante, joyeuse et rêveuse avait disparu à jamais, remplacée par une coquille vide remplie de honte et de peur. Le lendemain matin, je n'ai pas pu me lever pour aller à l'école. Mon corps me faisait mal d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Il y avait du sang sur ma chemise de nuit et sur les draps. Quand maman est venue voir pourquoi je ne m'étais pas levée, j'ai menti. J'ai dit que j'avais des crampes, que je m'étais réveillée à ces jours-là. Elle a semblé me croire, m'a apporté du thé et m'a laissé rester à la maison. Grand-père a passé toute la journée dans la rue, Dieu merci. Lorsqu'il revenait le soir, il faisait comme si de rien n'était. Il a dîné normalement, a raconté des histoires à mon père, a fait des blagues et ne m'a même pas regardé. J'avais envie de crier, j'avais envie de tout raconter, mais ces mots résonnaient dans ma tête. Je vais te tuer, toi et ta mère. Et je l'ai cru avec l'innocence et la terreur d'une fille de 12 ans. Je pensais que j'en serais capable. Ainsi commença mon enfer personnel. Ce qui aurait dû être une maison est devenu une prison de terreur. Sa présence, son odeur, sa voix, tout me faisait paniquer. Et le pire, c'est que personne ne l'a remarqué, ou peut-être qu'il ne voulait pas le remarquer. Les nuits sont devenues ma plus grande peur. Chaque fois que j'entendais des pas dans le couloir, chaque fois qu'une planche craquait, je me recroquevillais dans mon lit en priant pour qu'ils ne viennent pas. Mais ils venaient toujours. Pas toutes les nuits, et c'était presque pire, car l'incertitude me maintenait dans un état constant d'alerte, de terreur anticipée. J'ai commencé à changer, j'ai arrêté de bien manger, j'ai perdu du poids. Mes notes à l'école ont baissé. Je ne voulais plus sortir pour jouer ou parler à qui que ce soit. Je me suis endormie avec une paire de ciseaux sous mon oreiller, même si je savais que je n'aurais jamais le courage de les utiliser. « Que t'arrive-t-il, ma fille ?» Maman a demandé avec inquiétude. « Tu ressembles à un fantôme qui se promène. » Je voulais tellement lui dire. Les mots ont atteint le bout de ma langue, mais j'ai alors vu grand-père debout dans l'embrasure de la porte, me regardant avec ce regard qui disait tout, et la peur m'a de nouveau fait taire. 3 mois passèrent ainsi, 3 mois qui semblèrent durer 3 siècles, 3 mois où chaque nuit était une torture, chaque jour un exercice de simulation. Il avait appris à exister dans un espace entre la vie et la mort. Pas complètement vivant, car quelque chose de fondamental avait été détruit en moi, mais pas mort non plus, car mon corps insistait pour continuer à fonctionner, à respirer, à se déplacer automatiquement dans le monde. C'est en février 1959, en plein été, que tout s'éclaircit enfin. Pas parce que j'ai eu le courage de le dire. Je n'avais pas ce courage, mais parce que mon corps parlait pour moi. Grand-père avait été particulièrement violent la nuit précédente. Maman et papa étaient allés à une fête d'anniversaire et reviendraient tard. Il en a profité pour boire plus que d'habitude et est venu dans ma chambre plus tôt que d'habitude. Aujourd'hui, grand-père va t'apprendre de nouvelles choses, dit-il avec ce sourire qui me donnait la nausée. J'ai essayé de résister pour la première fois. J'ai crié, j'ai donné des coups de pied, j'ai griffé. Cela ne fit que le rendre encore plus furieux. Quand c'était fini, j'étais plus blessée que jamais. Des bras violets à force d'être serrés, des égratignures sur mes épaules, une coupure sur ma lèvre à cause du coup qu'elle m'a donné pour me faire taire. Le lendemain matin, je ne pouvais pas cacher mes blessures. C'était l'été, il faisait une chaleur insupportable et maman est entrée dans la chambre alors que je dormais encore. Quand il a tiré le drap pour me réveiller, il a vu les bleus sur mes bras, le sang séché sur ma lèvre coupée. Son cri a réveillé toute la maison. Le cri de ma mère ce matin chaud de février était comme une déchirure dans le tissu du silence qui m'avait étouffé pendant des mois. Ses yeux scrutaient mon corps marqué, s'arrêtant à chaque ecchymose, à chaque égratignure, à la coupure sur ma lèvre. J'ai vu l'horreur grandir sur son visage alors que la réalisation de ce qui se passait la frappait enfin comme un éclair. « Mon Dieu, Clotilde, qui t'a fait ça ?» demanda-t-il, assis sur le bord du lit, ses mains tremblantes alors qu'il attrapait mes bras violets. Je ne pouvais pas répondre.
C'était comme si une boule s'était formée dans ma gorge, bloquant toute parole. Après avoir gardé cet horrible secret pendant des mois, je ne savais pas comment commencer, comment faire sortir ces mots de ma bouche, comment dire à ma propre mère que son père, l'homme qu'elle avait accueilli chez nous, détruisait ma vie nuit après nuit. Papa est apparu dans l'embrasure de la porte, boutonnant toujours son pyjama, les cheveux ébouriffés comme quelqu'un qui venait de se réveiller. « Ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, alarmé par le cri. Ses yeux se sont écarquillés quand il m'a vu. Je n'avais jamais vu mon père comme ça. Son visage était pâle, ses pupilles dilatées par le choc, ses mains serrées en poing si serrées que ses jointures devenaient blanches. Pendant un moment terrible, j'ai pensé que grand-père apparaîtrait également là, qu'il entrerait dans la pièce avec ce visage de fausse inquiétude, faisant semblant de ne rien savoir, prêt à inventer un mensonge. Tout mon corps se contracta à cette perspective, mais c'est précisément cette peur évidente, cette réaction physique de terreur, qui fit finalement comprendre à ma mère. J'ai vu le moment exact où cette idée a traversé son visage. Ses yeux se remplirent de larmes et elle se couvrit la bouche avec sa main comme si elle essayait d'empêcher un cri encore plus fort de s'échapper. « C'était lui, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle d'une voix tremblante. « C'était mon père, n'est-ce pas ?» Je n'avais pas besoin de répondre avec des mots. Mon silence, les larmes qui ont finalement commencé à couler sur mon visage, les tremblements incontrôlables de mon corps. Tout confirmait ce qu'elle craignait. Mon père était aussi bon qu'un coup de poing dans l'estomac. Il m'a regardé, puis maman, puis de nouveau elle, cherchant une explication qui n'existait pas, un sens dans une horreur qui n'avait aucun sens du tout. « Combien de temps ?» ma mère a demandé, en tenant mes mains dans les siennes, ses yeux fixés sur les miens. « Depuis combien de temps cela dure-t-il, ma fille ?» Pendant 3 mois, j'ai réussi à bégayer ma voix de manière presque inaudible. Depuis novembre, 3 mois, 90 jours. Pour eux, ce fut un choc, une révélation soudaine et dévastatrice. Pour moi, cela avait été une éternité en enfer, minute par minute, seconde par seconde. Le visage de ma mère s'est déformé en une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de douleur, de colère et de culpabilité qui semblait la faire vieillir de 10 ans en 10 secondes. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit avant ?» mon père a demandé, la voix rauque. Les paroles de grand-père résonnaient dans ma tête. « Si tu le dis à quelqu'un, je te tuerai, toi et ta mère. » Même maintenant, avec le secret révélé, cette menace avait toujours du pouvoir sur moi. Il a dit qu'il allait nous tuer si je le disais. J'ai parlé entre sollozos. Il a dit que personne ne me croirait, qu'il dirait que je l'avais provoqué. Mon père a émis un son étrange, comme celui d'un animal blessé. J'ai vu quelque chose changer dans ses yeux, la confusion et le choc, laissant place à une fureur que je n'avais jamais vue chez cet homme, toujours si calme et contrôlé. Il se retourna brusquement et quitta la pièce. J'entendis ses pas lourds dans le couloir en direction de la petite pièce au fond. Aïe! Maman pleurait en courant après lui. Je suis restée seule au lit. Toujours enveloppée dans les draps tachés, entendant les sons lointains de confusion, des voix altérées, quelque chose qui se brise, un bruit sourd. Je voulais me lever, voir ce qui se passait, mais j'avais l'impression que mon corps était fait de plomb. Je ne pouvais pas bouger un muscle. Quelques minutes plus tard, où était ce désert, le temps semblait déformé. Maman est revenue. Elle était pâle, avec des cheveux ébouriffés et des yeux rouges à cause des pleurs. Il s'est assis à côté de moi sur le lit et m'a serré dans ses bras. Un câlin comme aucun autre qu'il m'avait jamais donné, désespéré, comme s'il craignait que je puisse disparaître à tout moment. Il est parti. Il murmura contre mes cheveux. Ton père l'a mis dehors. Il ne reviendra jamais. Tu es sûr maintenant. Je voulais croire en ces mots. Je voulais me sentir soulagée. Libérée. Mais la peur s'était infiltrée si profondément en moi qu'elle semblait faire partie intégrante de ma peau. Et s'il revient la nuit? J'ai demandé, ma voix brisée par la terreur à cette perspective. Et s'il vient me chercher pendant que tu dors? Maman tenait mon visage dans ses mains, me forçant à la regarder dans les yeux. Cela n'arrivera pas, a-t-il déclaré avec une fermeté qui ne laissait place à aucun doute. Ton père est là-bas en ce moment même en train de changer toutes les serrures et ensuite nous irons à la police. Le mot « police » a déclenché en moi une nouvelle vague de panique. Cela signifiait que les autres sauraient que je devrais tout raconter à nouveau, revivre chaque horrible détail. Je ne veux pas y aller, criai-je en cachant mon visage dans mes mains. Je ne veux pas que quiconque le sache. Je comprends ta peur, dit ma fille maman, caressant mes cheveux. Mais nous devons faire cela pour qu'il ne te fasse plus jamais de mal, ni à aucune autre fille. Nous ne sommes pas allés à la police ce jour-là. Au lieu de cela,
Maman m'a emmenée chez le médecin, un vieil ami de la famille qui m'a soignée à la maison. Je me souviens discrètement que son visage devenait de plus en plus sombre alors qu'il m'examinait, posant des questions à voix basse auxquelles je pouvais à peine répondre. Elle va avoir besoin de soins, a-t-il dit à ma mère lorsqu'il a terminé. Pas seulement physique. Le lendemain matin, encore endolori et épuisé, j'ai été emmenée au poste de police. C'était un bâtiment gris et intimidant au centre de la ville. Maman m'a tenu la main tout le temps tandis que papa marchait quelques pas devant nous, les épaules tendues, la mâchoire serrée par une rage réprimée. Ils nous ont conduits dans une petite pièce aux murs écaillés et avec un ventilateur bruyant qui ne faisait circuler que de l'air chaud. Un délégué à la moustache grise écoutait notre histoire, notant tout dans un carnet usé. Son visage est resté impassible, professionnel, mais j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux lorsqu'il a compris ce qui s'était passé. Nous avons besoin de la déclaration de la fille, dit-il en regardant davantage mes parents que moi. Seul. Non, protestai-je en serrant fermement le bras de ma mère. Je ne veux pas être seule. C'est la procédure. Le délégué l'a expliqué avec une gentillesse surprenante. Mais ta mère peut rester si tu préfères. Alors, avec maman à mes côtés, j'ai tout raconté. Chaque nuit, chaque abus, chaque menace. Les mots sortaient en flots étranglés tandis que je gardais les yeux fixés sur mes propres mains, incapable de regarder les adultes dans la pièce. Quand j'ai eu fini, le silence était si épais qu'il semblait avoir son propre poids. Le délégué s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Nous allons le retrouver. Garanti, il ne va pas s'enfuir. Mais il s'est échappé, au moins pour un temps. Les semaines suivantes furent un flou de médecins, de questions répétées à l'infini, de regards compatissants qui me suivaient partout. La nouvelle s'est répandue rapidement, comme dans les petites villes. Les murmures m'accompagnaient dans les couloirs de l'école, sur le chemin de l'église, dans les magasins du centre-ville. C'est cette fille, ont-ils dit. On dit que le grand-père, le pauvre, n'était plus la fille gâtée, la fille de l'employé du chemin de fer et du professeur respecté. Il était la victime, un objet de curiosité morbide et de pitié superficielle. À la maison aussi, les choses ont radicalement changé. Mes parents, dévastés par la culpabilité de ne pas avoir remarqué ce qui se passait, ont transformé cette culpabilité en surprotection. Je n'ai plus jamais été seule. Il y avait toujours quelqu'un avec moi, maman, papa, une tante qui venait passer un peu de temps avec nous. Les fenêtres avaient maintenant de nouvelles serrures et papa vérifiait que toutes les portes étaient bien verrouillées avant d'aller dormir. Ils m'ont installée dans leur chambre. Mon ancienne chambre, celle où le cauchemar s'était produit tant de fois, était fermée à clé. Personne n'est entré là-dedans. C'était comme si cet espace avait été contaminé à jamais. Les nuits étaient les pires. Même si je savais qu'ils ne pouvaient plus m'atteindre, les cauchemars arrivaient sans faute. Je me réveillais en hurlant, trempée de sueur froide, sentant son poids sur moi, son odeur de tequila, ses mains rugueuses sur ma peau. Maman me tenait dans ses bras jusqu'à ce que j'arrête de trembler, murmurant des mots de réconfort qui ne pouvaient pas atteindre l'endroit sombre où vivait ma peur. La police a cherché le grand-père partout. Il avait disparu comme de la fumée. Certains disent qu'il est retourné à l'intérieur du Jalisco, où il est né. D'autres ont dit qu'il s'était enfui au Michoacán, où personne ne le connaissait. Certains ont même affirmé qu'il s'était suicidé en sautant dans la rivière. Je ne croyais à aucune de ces histoires. Dans mon cœur d'enfant et terrifié, j'étais certaine qu'il était tout près de moi, m'observant, attendant le bon moment pour mettre sa menace à exécution. En avril 1959, 2 mois après la découverte, j'ai commencé une thérapie. C'était quelque chose de rare à l'époque. Une petite ville comme Guadalajara n'avait pratiquement pas de psychiatre, et encore moins de psychologues spécialisés dans les traumatismes infantiles, mais mes parents ont remué ciel et terre pour trouver de l'aide. Maman vendait même ses bijoux pour payer les consultations à Mexico, où nous allions une fois par semaine. Le docteur Elena était une femme d'âge moyen aux yeux doux derrière des lunettes à monture dorée. Son bureau était confortable, avec des fauteuils moelleux et une bibliothèque pleine de livres et de petits jouets. « Tu n'as pas besoin de parler si tu ne le souhaites pas », m'a-t-il dit lors de notre première rencontre. « Nous pouvons simplement rester ici en silence jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise. » C'est ce que nous avons fait lors des premières séances. Je m'asseyais, regardais par la fenêtre, parfois je prenais un des jouets et je jouais avec, distraitement. Elle regardait simplement, prenait des notes de temps en temps, sans jamais me mettre la pression. « Ce qui t'est arrivé n'était pas de ta faute, dit-il un jour, brisant notre silence habituel. Rien de ce que vous avez fait ou n'avez pas fait n'a causé cela. La faute lui incombe entièrement.
Ces mots simples et directs m'ont frappé comme un éclair. Je n'avais pas réalisé jusqu'alors à quel point je m'en voulais de ne pas l'avoir dit plus tôt, de ne pas avoir résisté davantage, d'avoir cru à ces menaces. Mais j'aurais pu crier, murmurai-je, les larmes coulant librement. J'aurais pu le dire à maman le premier jour si j'avais parlé. Tu étais une petite fille confrontée à quelque chose qu'aucune petite fille ne devrait avoir à affronter. Répondit le docteur Helena. Vous avez fait ce que vous pouviez pour survivre et vous avez survécu. Cela montre que vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. Fort. Je ne me sentais pas fort. Je me sentais brisé, sale, irrémédiablement endommagé. Je ne serai plus jamais la même, ai-je avoué, donnant voix à ma plus grande peur. Je ne serai plus jamais normal. Normal est un mot compliqué, dit-il en inclinant la tête pensivement. Tu ne seras plus jamais le même. C'est vrai. Personne ne reste le même après un traumatisme, mais cela ne signifie pas que tu ne peux pas avoir une vie pleine, heureuse et pleine de sens. Je voulais le croire. Je voulais tellement croire qu'il y avait un avenir pour moi au-delà de cette horreur, au-delà de la peur constante, au-delà des nuits blanches et des cauchemars. Le mois de mai est arrivé, apportant de fortes pluies qui semblaient ne jamais finir. Le ciel restait constamment gris, comme s'il reflétait l'état de mon âme. La police avait pratiquement renoncé à retrouver le grand-père. L'affaire a été classée, même si le délégué a assuré qu'il serait arrêté s'il réapparaissait. C'est à ce moment-là, alors que l'espoir semblait plus lointain que jamais, que maman et papa ont commencé à parler de déménager, de quitter Guadalajara, de recommencer dans un autre endroit où personne ne connaissait notre histoire, où je n'étais pas la fille dans l'affaire. Mexico, peut-être. Papa l'a suggéré pendant le dîner. J'ai un cousin qui travaille à la poste là-bas. Il dit qu'il peut m'apporter quelque chose. L'idée de quitter la seule ville que je connaissais, d'abandonner la maison où j'avais grandi, malgré la terreur des derniers mois, m'effrayait presque autant que la possibilité de rester. Mais qu'en est-il de l'école et de mes amis? J'ai demandé, même si je savais que j'avais peu d'amis maintenant. La plupart d'entre elles ont quitté le groupe lorsque le scandale a éclaté, par honte ou à la demande de parents qui ne voulaient pas que leur fille soit impliquée. Y a-t-il de meilleures écoles dans la capitale? Maman répondit en forçant un sourire optimiste. Et tu te feras de nouveaux amis. Des amis qui ne te connaissent pas et qui ne te regarderont pas comme ça. Je savais ce qu'elle voulait dire. La façon dont tout le monde me regardait maintenant. Avec pitié, avec une curiosité morbide, ou pire, avec cette expression maladroite de quelqu'un qui ne sait pas quoi dire. Peut-être, pensais-je, que recommencer ailleurs était exactement ce dont j'avais besoin. Un endroit où personne ne savait, où je pouvais simplement être Clotilde, pas la victime. Un endroit où chaque recoin ne me rappelait pas de terribles souvenirs, où chaque ombre ne me faisait pas imaginer qu'il se cachait. Quand? J'ai demandé, ressentant quelque chose comme de l'espoir pour la première fois depuis des mois. Dès que j'aurai confirmé le travail, répondit papa en me serrant la main sur la table, dans quelques semaines peut-être. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, improvisé dans la chambre de mes parents, les yeux fixés sur le plafond tandis que la pluie martelait les fenêtres, je me suis permise d'imaginer ce nouveau départ, une nouvelle maison, une nouvelle école, de nouvelles personnes qui ne connaissaient pas mon passé. Peut-être que là je pourrais commencer à reconstruire les morceaux brisés de moi-même. Peut-être que là-bas je pourrais un jour dormir sans peur, mais avant que nous puissions mettre ce plan à exécution, avant que je puisse m'échapper de cette ville et des souvenirs qui me hantaient dans chaque coin, quelque chose s'est produit qui a tout changé à nouveau, quelque chose qu'aucun de nous n'aurait pu prévoir et qui allait faire ressortir des forces dont je ne savais même pas que je possédais. C'est début juin, presque 4 mois après que mes parents ont découvert les abus, que la tempête qui semblait passer est revenue avec toute sa force. Et cette fois, je serai au centre de l'ouragan, incapable de me cacher, obligé d'affronter une dernière fois le monstre de mes cauchemars. C'était un samedi de juin. Il pleuvait légèrement à Guadalajara. Cette triste pluie qui ne lave rien, elle laisse tout simplement plus humide et plus lourd. J'ai passé la matinée à aider maman à trier les vêtements à donner. Nous nous préparions au déménagement, même si nous n'avions pas encore de date précise. Papa était allé en ville pour régler quelques affaires en suspens à la banque. Nous étions tous les deux seuls à la maison, portes et fenêtres fermées, comme toujours depuis ce jour fatidique. Le son de la sonnette a brisé le silence comme le tonnerre. Maman et moi nous sommes regardés effrayés. Nous n'attendions personne. Les amis et les proches savaient qu'ils devaient prévenir avant de venir. Cela faisait partie des nouvelles règles de sécurité de la maison. Reste ici, ordonna maman, le visage soudainement tendu. Depuis le salon, je l'entendis s'approcher prudemment de la porte, demandant qui c'était.
La réponse fut étouffée par la pluie, mais je reconnus le timbre de la voix. C'était Doña Teresita, notre voisine d'en face, une veuve qui avait toujours été gentille avec moi. Maman a ouvert la porte, mais seulement un peu, gardant la chaîne de sécurité en place. Isaura, entendit Doña Teresita dire d'une voix anormalement urgente. J'ai besoin de te dire quelque chose. Il s'agit, eh bien, de ton père. Mon sang s'est glacé dans mes veines. La simple mention indirecte de lui suffisait à me laisser paralysée par la peur. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? La voix de ma mère sonnait aussi tranchante qu'un couteau. Il est de retour. Doña Teresita parlait si doucement que je ne l'entendais presque pas. Je l'ai vu hier soir marcher dans la rue arrière. Je suis sûre que c'était lui. Il était différent, avec une longue barbe, plus mince, mais c'était lui. Mes jambes ont cédé et je me suis appuyée contre le mur pour éviter de tomber. Il était revenu. Le monstre de mes cauchemars était de retour, probablement pour mettre sa menace à exécution. Êtes-vous complètement sûr? Maman a demandé, sa voix tremblant légèrement. Complètement, a confirmé Madame Teresita. Il ne m'a pas vu, il faisait sombre, mais j'ai pensé que tu devais le savoir pour que tu puisses être prudent. J'ai entendu maman dire merci rapidement et fermer la porte. Quand il est revenu dans le salon et m'a vu appuyé contre le mur, blanc comme de la cire, il n'a pas eu besoin de me demander si j'avais entendu mon visage. J'ai tout dit. Je vais appeler ton père, dit-elle en essayant de paraître calme, mais je voyais la peur dans ses yeux, la même peur que je ressentais. Papa est arrivé à la maison 20 minutes plus tard, essoufflé après avoir couru sous la pluie. Son visage était un masque de fureur contrôlée. Je vais au commissariat tout de suite, annonça-t-il, toujours debout à l'entrée, faisant couler de l'eau sur le sol. Ils doivent l'arrêter. Il est en fuite depuis des mois. Et s'ils ne font rien? Maman a demandé à quoi nous pensions tous. La police n'avait pas fait beaucoup d'efforts pour le retrouver la première fois. Pourquoi serait-ce différent maintenant? Une conversation tendue sans suite dans la cuisine. Maman et papa se disputent à voix basse, me jettent de temps en temps des coups d'œil, assis en silence à la table. Ils ont parlé de s'enfuir la nuit même, de rester chez des proches dans une autre ville jusqu'à ce que tout soit résolu, d'engager quelqu'un pour protéger la maison. Et puis, au milieu de cette conversation angoissée, le courant a été coupé. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception des éclairs occasionnels que l'orage, désormais plus fort, lançait contre les fenêtres. Un silence absolu s'abattit sur nous trois alors que nous réalisions notre soudaine vulnérabilité. C'est juste la pluie, dit papa, essayant enfin de paraître confiant. Je vais chercher les bougies. Alors qu'il allait au garde-manger pour prendre des bougies et des allumettes, maman s'est approchée, a tiré une chaise et s'est assise à côté de moi, me tenant la main dans le noir. Tout ira bien, murmura-t-elle, même si sa voix trahissait sa propre incertitude. C'est à ce moment-là que nous avons entendu le bruit, un léger craquement, comme si quelqu'un forçait la porte arrière, celle qui donnait sur le patio, près de la petite pièce où grand-père avait vécu. Papa est revenu en courant du garde-manger, bougies et allumettes oubliées. Tu as entendu ça? Demanda la voix tendue. Avant que nous puissions répondre, un autre craquement, plus fort, cette fois sans équivoque. Quelqu'un essayait en fait d'entrer par la porte arrière. Maintenant, dans la chambre, ordonna papa dans un murmure urgent. Enfermez-vous là-dedans. Je vais voir ce que c'est. Non, m'exclamai-je en lui saisissant le bras avec désespoir. L'idée d'être séparé, de papa seul face à ce qui pourrait très bien être grand-père essayant d'envahir la maison, me remplissait d'effroi. Un autre craquement, suivi du bruit caractéristique du bois qui cède. Qui que ce soit, il avait réussi à entrer. À ce moment-là, j'ai réalisé que nous étions coincés. La maison n'avait que deux sorties, la porte d'entrée et la porte arrière. Ce dernier est désormais compromis. Pour arriver à la porte d'entrée, nous devions traverser toute la pièce, nous laissant exposés. Comme s'il lisait dans mes pensées. Papa nous a tirés vers le placard de la cuisine. Un espace étroit où nous gardions les balais et les produits de nettoyage. Reste ici, murmura-t-il. Ne fais pas de bruit. Coincé dans cet espace étroit, maman me tenait fermement, étouffant même le bruit de notre respiration. J'ai entendu papa sortir de la cuisine, ses pas légers sur le plancher en bois que je connaissais aussi. Les minutes qui suivirent furent les plus longues de ma vie. Chaque seconde semblait s'éterniser tandis que nous essayions d'entendre le moindre bruit provenant de la maison au-delà du martèlement de la pluie sur le toit et du grondement occasionnel du tonnerre. Puis des voix étouffées au début, puis plus fortes. La voix de mon père,
tendue, en colère, et une autre voix que j'ai immédiatement reconnue et qui m'a fait trembler de façon incontrôlable dans les bras de ma mère. Grand-père, le monstre était vraiment revenu. Je n'ai pas pu distinguer les mots exacts, seulement le ton, les accusations, les dénégations, la colère croissante. Les voix provenaient du salon et se rapprochaient de la cuisine. Votre fille ment. La voix de grand-père devint soudain claire, coupant l'air comme un rasoir. De nos jours, ces petites filles inventent des choses, elles les regardent à la télé et elles pensent « Ferme ta gueule !» criait mon père. « Sors de ma maison maintenant ou je jure devant Dieu que je te tuerai cette fois. » Un bruit de combat, des corps qui entrent en collision, quelque chose qui se brise. Maman me serrait encore plus fort, ses larmes silencieuses mouillant mes cheveux. « Je ne partirai pas sans parler à ce menteur !» cria grand-père. Elle doit avouer qu'elle a inventé tout ça. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Ils ont fait de moi un fugitif, un criminel. Un autre fracas, le bruit caractéristique d'un corps tombant lourdement au sol. Maman n'en pouvait plus. Il a poussé la porte du placard et est sorti, m'entraînant avec lui. La scène que nous avons trouvée dans la cuisine, éclairée seulement par des éclairs occasionnels, resterait à jamais gravée dans ma mémoire. Mon père était allongé près de la table, un filet de sang coulait de son front. Grand-père était debout, tenant une bouteille cassée, visiblement l'arme qu'il avait utilisée contre papa. Quand il nous a vus, son visage s'est déformé en un sourire qui n'avait rien d'humain. « Voilà », dit-il en faisant un pas dans notre direction. « Ma fille ingrate et ma petite fille menteuse. » Il était presque méconnaissable. Sa barbe blanche était maintenant longue et sale, ses yeux injectés de sang, ses vêtements trempés collaient à son corps maigre. Ça sentait la tequila, la sueur et la haine. La peur m'a paralysé comme tant de fois auparavant, mais quelque chose de différent s'est produit alors. Quelque chose à laquelle je ne m'attendais même pas, une rage dont je ne savais pas qu'elle existait en moi. La fureur accumulée au cours de ces mois de terreur et de souffrance a soudainement explosé, balayant la peur. « Je n'ai pas menti », ai-je crié, ma voix sonnant étrangement adulte à mes propres oreilles. « Tu sais ce que tu as fait. Tu le sais. » Grand-père a semblé stupéfait pendant un moment. Peut-être à cause de mon audace, peut-être parce que j'ai vu la petite fille terrifiée que je connaissais se transformer en quelqu'un qui osait l'affronter. Ce moment d'hésitation était tout ce dont maman avait besoin. D'un geste rapide, il attrapa la lourde poêle en fer qui se trouvait sur la cuisinière et avant que grand-père ne puisse réagir, il le frappa de toute sa force sur le côté de la tête. L'impact a été brutal. Grand-père tituba, laissa tomber la bouteille cassée et tomba à genoux, abasourdi. Du sang a commencé à couler d'une coupure au-dessus de son oreille. Papa se levait déjà, trébuchant et déterminé. J'ai vu dans ses yeux ce que je ressentais dans mon cœur. Il n'y aurait plus de peur. Il n'y aurait plus d'échappatoire. Cette nuit-là, d'une manière ou d'une autre, le cauchemar prendrait fin. Ce qui s'est passé ensuite semble s'être produit au ralenti. Grand-père, bien que blessé, a essayé de se relever en s'accrochant au bord de la table pour se soutenir. Ses yeux, embrumés par la douleur et l'alcool, se fixaient sur moi avec une haine pure. « Toi !» grogna-t-il en essayant de faire un pas dans ma direction. « Tu as tout détruit. » Papa se tenait entre nous, me protégeant de son corps. Au même moment, maman courut vers le téléphone mural qui fonctionnait miraculeusement encore malgré le manque de lumière et composa rapidement un numéro. « Police !» il a crié dans le téléphone. « Venez vite, s'il vous plaît. Rue Acacia 247. Il a envahi notre maison. Il essaie d'attaquer notre fille. » Grand-père, réalisant qu'il était acculé, fit une dernière tentative désespérée. Dans un mouvement d'agilité inattendu pour un homme de son âge, il a attrapé un couteau dans la pile et s'est avancé vers mon père. Tout s'est passé très vite. Mon père a esquivé la tentative de désarmer grand-père. Il y a eu une brève et violente lutte. J'ai vu la lame du couteau refléter la lumière d'un éclair tandis que les deux hommes se battaient pour le contrôle. Puis, un cri. Le couteau tomba au sol avec un bruit métallique. Grand-père recula, tenant son propre bras, du sang coulant entre ses doigts. À ce moment-là, les lumières se sont rallumées, inondant la cuisine d'une clarté soudaine qui semblait presque surnaturelle après tant de temps dans l'obscurité. La scène s'est figée comme une photographie macabre. Mon père haletant, le sang coulant de son front, ma mère tenant toujours le téléphone, les yeux grands ouverts, grand-père contre le mur, blessé, et moi debout au milieu de la cuisine, témoin de la fin d'un cauchemar qui avait duré bien trop longtemps.
Les sirènes commencèrent à hurler au loin, approchant rapidement. Grand-père regarda autour de lui comme un animal acculé, à la recherche d'une issue de secours, mais il n'y avait nulle part où aller. Les portes et les fenêtres par lesquelles il aurait pu s'échapper se trouvaient de l'autre côté de la maison, bloquées par nous. C'est à ce moment-là, alors que les sirènes approchaient et que l'inévitabilité de la capture devenait évidente, que j'ai vu quelque chose se briser dans ses yeux. Ce n'était ni du regret ni de la honte, rien d'aussi humain. C'était juste la prise de conscience qu'il avait perdue, qu'il n'y aurait plus de pouvoir sur nous, que son impunité avait pris fin. « Tu ne sais pas ce que tu as fait », murmura-t-il en glissant le long du mur jusqu'à ce qu'il soit assis sur le sol, tenant toujours son bras blessé. « Tu ne sais pas. » Quelques minutes plus tard, la maison était envahie par la police. Grand-père a été arrêté, menotté malgré ses faibles protestations concernant sa blessure. Je me souviens qu'il m'a regardé une dernière fois alors qu'il l'emmenait. Un regard qui n'avait plus le pouvoir de me terrifier, car maintenant je savais quelque chose qu'il ne savait pas. J'avais survécu, j'avais affronté le monstre et j'étais toujours debout. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Les médecins soignaient la coupure sur le front de mon père, les policiers recueillaient nos déclarations et les voisins curieux se pressaient sur le trottoir malgré la pluie, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Assis dans le salon, enveloppé dans une couverture que quelqu'un avait drapée sur mes épaules, j'observais toute cette activité avec un étrange sentiment de détachement. C'était comme si je flottais au-dessus de la scène, regardant tout ce qui arrivait à quelqu'un d'autre, pas à moi. Ce n'est que lorsque tout le monde est finalement parti que la police a promis de revenir le lendemain matin pour de plus amples questions. Les ambulanciers, après s'être assurés que personne n'avait besoin d'aller à l'hôpital, les voisins se sont dispersés à contre-cœur, alors que la réalité commençait à s'imposer. Nous étions tous les trois dans le salon, épuisés, encore en train de traiter ce qui s'était passé. Un silence étrange planait dans l'air. Non pas le silence oppressant de la peur qui avait été notre compagnon constant pendant des mois, mais un silence différent, presque paisible. « C'est fini », dit finalement papa. Sa voix est basse mais ferme. « Il ne te fera plus de mal, Clotilde, plus jamais. » Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vraiment cru à ces mots. Le cauchemar était terminé, pas comme nous l'avions prévu, mais il était terminé. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi sans cauchemar, un sommeil profond et réparateur qui semblait laver une partie de l'horreur accumulée dans ma jeune âme. Le lendemain matin, lorsque je me suis réveillée, une étrange sensation m'a envahie. Il m'a fallu quelques secondes pour l'identifier car je n'y étais pas habituée. C'était de l'espoir, une petite flamme d'espoir que peut-être la vie pourrait être à nouveau belle. Grand-père a été formellement inculpé et emprisonné. Le procès, quelques mois plus tard, fut rapide. Les preuves étaient accablantes, surtout après qu'il ait envahi notre maison, confirmant toutes les accusations par ses propres actions. Il a été condamné à 12 ans de prison. Je ne l'ai plus jamais revu après cette nuit dans la cuisine. Je n'ai jamais voulu le voir. J'ai appris des années plus tard qu'il était mort en prison. Une crise cardiaque au cours de sa 5e année de peine. La nouvelle ne m'a pas apporté de joie, mais elle ne m'a pas non plus apporté de tristesse, juste un étrange vide, comme si un chapitre particulièrement douloureux d'un livre avait enfin été tourné. Notre déménagement à Mexico a finalement eu lieu quand même. Quelques mois après l'incident. Nous avions besoin d'un nouveau départ. Loin des souvenirs, loin des regards, loin des murmures qui persistaient malgré la condamnation de grand-père. Dans la capitale, nous avons lentement reconstruit nos vies. J'ai continué la thérapie avec le docteur Elena, qui m'a aidé à comprendre que ce qui s'était passé ne me définissait pas, que j'étais bien plus que la violence que j'avais subie. Maman est retournée enseigner, cette fois dans une école plus grande où personne ne connaissait notre passé. Papa a obtenu un bon emploi à la poste grâce au cousin dont il a parlé. Petit à petit, la vie a commencé à reprendre des couleurs. C'était un chemin long et difficile. Il y a eu des rechutes, des moments où la peur est revenue en force, des nuits où les cauchemars sont revenus aussi vifs qu'avant. Mais chaque jour qui passait, chaque petite victoire, se faire un nouvel ami, réussir à dormir toute la nuit sans se réveiller en criant, pouvoir parler de ce qui s'était passé sans s'effondrer, était un pas vers la guérison. À 17 ans, j'ai rencontré Roberto, un jeune homme gentil et patient qui deviendrait mon mari quelques années plus tard. Il a été la première personne, en dehors de ma famille et de ma thérapie, à qui j'ai raconté ce qui s'était passé. Sa réaction, compassion sans pitié, colère à mon égard sans me traiter comme une victime a été une partie importante de mon processus de guérison. La vie a continué. J'ai obtenu mon diplôme d'enseignante et de mère. J'ai épousé Roberto quand j'avais 23 ans.
Nous avons eu 3 merveilleux enfants, 2 garçons et une fille. J'ai connu la joie d'être mère, puis grand-mère, et maintenant arrière-grand-mère. J'ai construit une vie pleine de sens, pleine d'amour et de but. Aujourd'hui, à 79 ans, en regardant en arrière, je vois que le docteur Elena avait raison. Ce qui m'est arrivé ne m'a pas défini. Cela m'a changé. Oui. Comment pourrais-je ne pas changer? Mais cela n'a pas déterminé qui je deviendrais. C'était un chapitre horrible de mon histoire. Pas toute l'histoire. J'ai appris que guérir ne signifie pas toujours oublier. Parfois cela signifie se souvenir sans que la douleur ne vous détruise. Cela signifie porter les cicatrices, mais ne pas les laisser vous paralyser. Cela signifie transformer votre propre douleur en compassion pour les autres, en force pour protéger ceux que vous aimez, en sagesse pour reconnaître à la fois l'obscurité et la lumière qui existent en chacun de nous. Et peut-être plus important encore, j'ai appris que survivre n'est que le début. Le véritable triomphe consiste à vivre pleinement, authentiquement, courageusement, malgré les blessures, malgré les peurs, malgré les pertes. C'est pourquoi je raconte cette histoire aujourd'hui, non pas pour choquer ou pour faire pitié, mais pour que peut-être une autre fille, une autre femme, une autre personne qui porte des blessures invisibles sache qu'elle n'est pas seule. Cette obscurité, aussi dense qu'elle puisse paraître, ne dure pas éternellement. Que la lumière de l'autre côté attend ceux qui ont le courage de continuer à marcher. Le verdict de ce procès résonne encore dans mes oreilles comme si c'était hier. Coupable, dit le juge en frappant son marteau sur la table. Grand-père a été condamné à 12 ans de prison, mais pour moi aucune peine ne suffirait à compenser ce qu'il avait fait. Même si je savais que j'étais derrière les barreaux, les cicatrices restaient ouvertes sur mon âme. Le lendemain du procès, maman, papa et moi avons eu une conversation sérieuse dans notre cuisine. L'air était lourd, non seulement à cause de la condamnation de grand-père, mais parce que nous sentions tous que quelque chose n'était pas encore résolu. La justice officielle avait fait son travail, mais une justice plus grande, plus profonde, restait en suspens. 1 an, murmura papa en passant sa main dans ses cheveux déjà grisonnants. Vous pouvez sortir plus tôt pour bonne conduite, et alors nous serons toujours en train de regarder par-dessus nos épaules. Maman soupira, ses yeux révélant le poids impossible qu'elle portait. La douleur de savoir que son propre père, l'homme qui devrait protéger sa famille, avait détruit l'innocence de sa fille unique. Nous devons faire quelque chose de définitif, dit-il avec une détermination que je n'avais jamais vue auparavant dans ses yeux, toujours aussi doux. Quelque chose qui garantit qu'il n'aura plus jamais l'occasion de blesser Clotilde. C'est là, dans cette cuisine, que le plan a commencé à prendre forme, n'est-ce pas? Un plan vengeur ou violent? Mes parents n'ont jamais été des gens violents. C'était un plan de protection, de recommencement, de reconstruction de nos vies, de manière à ce que cet homme ne puisse plus jamais nous atteindre. Nous allons quitter Guadalajara, a annoncé papa, non seulement changer de ville, mais disparaître, reconstruire nos vies là où il ne pourra jamais nous retrouver, même s'il sort de prison un jour. Mexico était notre plan initial, mais maintenant cela semblait plus évident. C'était le premier endroit où il nous chercherait s'il retrouvait un jour sa liberté. Nous avions besoin de quelque chose de plus radical, de plus sûr. Le Nord, suggéra maman, nous surprenant. Ma cousine Durbalina a déménagé à Tijuana il y a des années. Il dit que c'est un autre monde, une autre vie. Personne ne nous reconnaîtrait là-bas. Tijuana. Le nom sonnait comme une promesse exotique de nouveau départ, à près de 2000 km de Guadalajara, séparés non seulement par la géographie, mais par des paysages, des climats et des cultures complètement différents. Mais qu'en est-il des emplois? L'école de Clotilde, notre maison, s'interrogeait papa. Le souci de subvenir aux besoins de la famille ne le quittant jamais de l'esprit. Nous vendrons tout, répondit maman avec une fermeté surprenante. Nous changerons de nom si nécessaire. Nous ferons tout ce qu'il faut pour protéger notre fille. J'ai observé mes parents dans cette conversation, émerveillés par leur détermination, par l'amour qu'ils me témoignaient. Ils étaient prêts à tout abandonner. La sécurité d'un emploi stable, la maison qu'ils avaient construite au prix de tant de sacrifices, la proximité des amis et de la famille, tout cela pour me protéger, pour me donner une chance de prendre un nouveau départ. Qu'en penses-tu, Clotilde? Papa a finalement demandé en se tournant vers moi. Êtes-vous prêt pour un nouveau départ? Laissez tout cela derrière nous. J'ai regardé autour de la cuisine, les murs qui avaient été témoins de tant de souvenirs, certains heureux, d'autres terribles. J'ai pensé à l'école où tout le monde me regardait avec pitié ou avec une curiosité morbide. J'ai pensé aux rues de Guadalajara, qui semblaient désormais toujours cachées des ombres.
Chaque coin de rue est un rappel de ce qui s'est passé. Oui, répondis-je, ressentant quelque chose qui ressemblait à de l'enthousiasme pour la première fois depuis des mois. Je veux partir, je veux tout recommencer. Les préparatifs de notre nouvelle vie ont commencé discrètement, presque en secret. Nous ne voulions pas que quiconque sache où nous allions, pas même les quelques proches avec lesquels nous restions en contact. Papa n'en a parlé qu'à son patron, inventant une histoire de problème de santé qui nécessitait un traitement sous un autre climat. Nous avons vendu la maison à un couple de la capitale qui n'a même jamais visité la propriété. Ils ont acheté par l'intermédiaire d'un courtier, attirés par le prix inférieur au marché que nous leur proposions pour accélérer la vente. Les plus gros meubles étaient inclus dans la vente. Le reste a été donné ou vendu en petits lots pour éviter d'attirer l'attention. Maman a écrit à sa cousine à Tijuana pour lui demander de l'aider à trouver une maison à louer et des informations sur les écoles et les emplois possibles. Les lettres étaient envoyées à une adresse intermédiaire, le domicile d'un collègue de confiance, pour éviter toute trace au cas où quelqu'un de la famille de grand-père tenterait de nous localiser. En 2 mois, tout était prêt. Nous avons quitté Guadalajara aux premières heures d'octobre 1959, alors que la ville dormait encore. Un seul taxi transportant 3 personnes et 6 valises, tout ce qui restait de notre vie d'avant. Nous sommes allés à Léon, où nous prendrions le train pour la capitale et de là un avion pour Tijuana. Le voyage était long et fatigant. L'avion, une nouveauté pour moi. Dans une autre situation, cela aurait été excitant, mais j'étais trop épuisée émotionnellement pour ressentir autre chose qu'un vague soulagement d'être de plus en plus loin de Guadalajara. Nous sommes arrivés à Tijuana par un après-midi chaud et sec qui a fait que mes vêtements ont collé à mon corps instantanément. Durbalina, la cousine de maman, nous attendait au petit aéroport avec un sourire chaleureux et de gros câlins. Je ne connaissais pas les détails de ce qui s'était passé. Maman venait de lui dire que nous avions de sérieux problèmes et que nous devions tout recommencer. Mais votre hospitalité sans poser de questions était exactement ce dont nous avions besoin. Tijuana en 1959 était une ville fascinante, si différente de tout ce que je connaissais que parfois, j'avais l'impression d'avoir voyagé dans un autre pays, pas seulement dans un autre État. Les couleurs vibrantes, les odeurs intenses des épices et de la nourriture de la frontière, la chaleur constante, la pluie pratiquement inexistante, le rythme plus rapide de la vie à la frontière. Tout concourait à créer le sentiment que nous avions vraiment laissé notre passé derrière nous. Nous avons loué une petite maison spacieuse dans le quartier de Libertad, non loin de l'endroit où vivait Durbalina. Papa a obtenu un emploi dans une société d'import-export grâce à un contact de Durbalina. Le travail était moins bien payé que son ancien emploi sur le chemin de fer, mais offrait des possibilités d'évolution. Maman, après quelques semaines de recherche, a été embauchée comme enseignante suppléante dans une école primaire. Pour moi, l'adaptation a été plus difficile. L'école était complètement différente. L'accent des gens, les mots que je ne connaissais pas, les coutumes. Même le snack avait des saveurs étranges à mon palais venant de l'intérieur de Jalisco. Au cours des premières semaines, je parlais à peine à personne, restant isolée dans les coins de la cour de récréation pendant la récréation. Mais petit à petit, quelque chose de curieux commença à se produire. Loin de l'environnement où tout le monde me connaissait comme la fille en question, j'ai lentement réappris à être simplement Clotilde. Personne là-bas ne connaissait mon passé. Personne ne me regardait avec ce mélange de pitié et de curiosité morbide. C'était un anonymat libérateur. La première amitié que j'ai nouée était avec Irasma, une fille à la peau foncée et au sourire facile qui était assise au bureau à côté du mien. Elle m'a adoptée, pour ainsi dire, décidant que je devais apprendre les coutumes locales. « Tu parles très étrangement, hein ?» Il a ri en imitant mon accent rural. « Viens ici, je vais te montrer ce que sont les vrais tacos, pas ce que vous, les gens du Sud, appelez tacos. » Avec Irasma j'ai découvert le marché de la ligne, j'ai essayé des aliments dont je ne savais même pas qu'ils existaient. J'ai appris à conduire un camion dans les rues qui reliaient la ville. Sa compagnie insouciante et joyeuse était comme un baume pour mon esprit blessé. À la maison, j'ai aussi vu mes parents changer, s'adapter. Papa a abandonné les costumes formels qu'il portait toujours à Guadalajara, tout simplement incompatibles avec le climat de Tijuana, et a adopté des chemises légères à manches courtes. Maman laissait pousser ses cheveux longs et les portait souvent lâchés, ce que je ne l'avais jamais vu faire auparavant. De petits changements qui symbolisaient quelque chose de plus grand. Nous nous autorisions à être des personnes différentes, laissant derrière nous non seulement l'horreur de ce qui s'était passé, mais aussi les versions rigides de nous-mêmes qui existaient auparavant. Bien sûr, tout n'a pas été facile. Il y avait des nuits où je me réveillais encore en hurlant, trempée de sueur froide,
certains d'avoir entendu la voix de grand-père dans le couloir. Des jours où un homme plus âgé dans la rue avec une certaine ressemblance physique avec lui me faisait geler de terreur. Des moments où le simple fait que quelqu'un claquait une porte trop fort me faisait paniquer. J'ai continué la thérapie avec une nouvelle psychologue, le docteur Martha, à qui maman a dit toute la vérité pour qu'elle puisse m'aider correctement. Ce n'était pas la même chose que les séances avec le docteur Elena dans la capitale, mais petit à petit nous avons construit une relation de confiance. Le traumatisme ne disparaît pas simplement parce que vous avez changé de direction, a expliqué le docteur Martha lors de l'une de nos premières séances. Mais vous pouvez apprendre à porter cette histoire d'une manière qui ne vous empêche pas de vivre pleinement. Et c'est ce que nous avons commencé à faire petit à petit, en apprenant à porter notre histoire d'une nouvelle manière. 1 an après notre arrivée à Tijuana, papa a reçu une lettre. Cela venait de l'avocat qui s'était occupé de la vente de notre maison à Guadalajara. C'était court et direct. Grand-père est mort en prison. Une crise cardiaque soudaine pendant le déjeuner dans la salle à manger. Papa et maman ont longuement discuté pour savoir s'ils devaient me le dire. J'ai fini par entendre, par écouter derrière la porte, une habitude que j'avais prise à Guadalajara et que je n'avais pas encore complètement abandonnée. Quand je leur ai parlé de ce que j'avais entendu, maman m'a serré dans ses bras, les larmes aux yeux. « Ma fille ne peut plus te faire de mal, dit-il. Plus. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai ressenti aucun soulagement, aucune joie, aucune tristesse. C'était comme si la nouvelle parlait d'un inconnu, de quelqu'un que je connaissais à peine. J'ai réalisé que dans un certain sens, c'était vrai. L'homme qui m'a fait si profondément mal n'était pas vraiment mon grand-père. C'était un monstre qui utilisait son visage. L'impact réel de la nouvelle est venu plus lentement. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de regarder constamment par-dessus mon épaule, que nous n'avions plus besoin de garder notre emplacement secret, que la peur qu'il puisse un jour s'évader de prison et nous retrouver s'était enfin dissipée. C'était comme si un énorme poids avait été retiré de nos épaules. Notre nouvelle vie à Tijuana a cessé d'être une évasion et est devenue simplement notre vie. En 1962, alors que j'avais 15 ans, papa a été promu directeur de l'entreprise d'import-export. L'augmentation de salaire nous a permis d'acheter notre propre maison, plus grande et plus aérée, près du parc Morlo. Maman a obtenu un poste permanent d'enseignante et, à la surprise de tous, y compris la mienne, je suis devenue l'une des meilleures élèves de ma classe. « Regarde », a commenté fièrement papa lorsque je lui ai montré mon bulletin rempli de bonnes notes. Qui l'aurait cru, hein? Notre fille, l'intellectuelle de la famille. Dans la nouvelle école, je me suis fait plus d'amis. J'ai commencé à participer à la troupe de théâtre, découvrant que jouer, être quelqu'un d'autre pendant quelques heures, avait un curieux effet thérapeutique sur moi. Sur scène, j'ai cessé d'être Clotilde, la fille au passé douloureux, et je suis devenue celle que le rôle exigeait. C'est au théâtre de l'école que j'ai rencontré Vicente, à 16 ans. Il avait 2 ans de plus que moi. Il était en terminale et jouait le rôle principal dans la pièce où j'avais un second rôle. Il était grand, avait la peau foncée et de magnifiques yeux verts, hérité d'un grand-père espagnol, expliqua-t-il plus tard. Vicente a été mon premier véritable amour. Notre approche a été lente. Contrairement à d'autres garçons que je connaissais, Vicente n'était jamais pressé ni insistant. Il semblait comprendre intuitivement mes limites, mes peurs, même si je ne lui avais jamais parlé de mon passé. Notre premier baiser a eu lieu après une représentation particulièrement réussie de la pièce. Il était doux, respectueux et pour la première fois, je n'avais pas peur du contact d'une autre personne. C'était comme si quelque chose de gelé en moi commençait enfin à fondre. Vicente et moi sommes sortis ensemble pendant presque 2 ans. Il a été mon premier petit ami, ma première expérience d'amour romantique. Avec lui, j'ai appris que l'intimité physique pouvait être belle, respectueuse, fondée sur le consentement et l'affection mutuelle, tout le contraire de la violence qui avait marqué mon introduction à la sexualité. Finalement, Vicente a obtenu une bourse pour étudier l'ingénierie à Monterrey. Notre relation n'a pas survécu à la distance, mais nous nous sommes séparés avec amour et respect. Il a suivi son chemin et j'ai suivi le mien, mais je lui serai toujours reconnaissant du rôle qu'il a joué dans mon parcours de guérison. En 1966, à l'âge de 19 ans, je suis entrée à l'Université autonome de Basse-Californie pour étudier la littérature. C'est là que j'ai rencontré Roberto, un étudiant en droit au regard bienveillant et aux idées passionnées sur la justice sociale. Il était originaire d'Enada, fils d'un commerçant et d'un professeur, et était venu à Tijuana spécialement pour étudier à l'université. Notre amitié a commencé avec un projet commun entre les cours de lettres et de droit,
Une initiative visant à apporter une éducation de base aux communautés rurales. Nous avons passé des heures à discuter du matériel, à planifier les cours, et parfois à discuter des approches pédagogiques. C'était une amitié fondée sur le respect mutuel et les intérêts partagés. La cour est arrivée presque un an plus tard, naturellement, comme si c'était la prochaine étape logique d'une relation déjà profonde et significative. Avec Roberto, j'ai enfin trouvé le courage de partager toute mon histoire. L'abus, l'évasion, la solution. À Tijuana. Il a été la première personne en dehors du cercle familial et thérapeutique à qui j'ai tout raconté. Sa réaction était exactement ce dont j'avais besoin. De l'indignation face à ce qui m'était arrivé sans me traiter comme une victime brisée, de la compassion sans pitié, et surtout, la compréhension que mon passé faisait partie de moi, mais ne me définissait pas. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée, m'a-t-il dit après avoir entendu toute l'histoire. Tenant fermement mes mains. Et je t'aime exactement comme tu es, avec toutes tes cicatrices et toute ta force. Nous nous sommes mariés en 1970, quand j'avais 23 ans et lui 25. C'était une petite mais joyeuse cérémonie à l'église Notre-Dame de Guadalupe, près de notre nouvelle maison. Mes parents, visiblement émus, m'ont accompagné jusqu'à l'autel ensemble. Une rupture avec la tradition qui avait parfaitement du sens pour notre famille, qui avait survécu ensemble au pire des cauchemars. Les années suivantes ont apporté plus de guérison, plus de joie, plus d'étapes importantes dans une vie qui, contre toute attente, était devenue pleine et pleine de sens. Notre premier fils, Pablo, est né en 1972. Mariana est arrivée en 1975 et enfin Lucas en 1979. Avoir des enfants a été une autre étape importante dans mon parcours de guérison. Chaque grossesse, chaque naissance était une façon de me réapproprier mon corps, d'affirmer qu'il était mien, non pas un objet de violence, mais un vaisseau de vie, d'amour, de continuité. Avec chaque enfant, je me sentais plus connectée à ma propre humanité, plus complète et entière. La maternité a également apporté de nouveaux défis et de nouvelles peurs. Je me suis surpris à être surprotecteur. Surtout avec Mariana. La terreur qu'une telle chose puisse arriver à ma fille me faisait parfois me réveiller la nuit en sueur froide. Il m'a fallu beaucoup de travail intérieur et quelques séances de thérapie supplémentaires pour trouver l'équilibre entre la protection de mes enfants et leur permettre de vivre leur propre vie, libérés du poids de mon traumatisme. Mes parents étaient des grands-parents merveilleux, présents, aimants, mais toujours respectueux de notre espace en tant que famille. Papa a pris sa retraite en 1980 et a consacré une grande partie de son temps à ses petits-enfants, leur apprenant à pêcher, à réparer des choses et à apprécier les petits plaisirs de la vie. Maman a continué à enseigner jusqu'en 1985, date à laquelle elle a également pris sa retraite et s'est pleinement immergée dans la vie de grand-mère. La vie a continué son cours, apportant joie et peine comme c'est le cas dans toutes les familles. J'ai perdu mon père en 1990, victime d'une crise cardiaque soudaine, le même sort qui avait frappé son bourreau des années auparavant. Une ironie qui n'est pas passée inaperçue. Maman a vécu plus longtemps, décédant paisiblement en 2003 à l'âge de 84 ans, entourée d'enfants, de petits-enfants et même de quelques arrière-petits-enfants. Roberto et moi avons continué à construire une vie ensemble que je n'aurais jamais imaginé possible dans les jours sombres de 1958. Il est devenu un avocat respecté, spécialisé dans les droits de l'homme et les causes sociales. Je suis devenu professeur d'université en partageant mon amour de la littérature avec des générations de jeunes. Nos enfants ont grandi et ont fondé leur propre famille. Pablo est devenu médecin. Mariana a suivi mes traces et est devenue enseignante. Lucas a choisi l'ingénierie. Ensemble, ils m'ont donné sept merveilleux petits-enfants qui commencent maintenant à me donner des arrière-petits-enfants. Aujourd'hui, à 79 ans, en repensant à ce long voyage, je vois clairement comment le plan désespéré que mes parents ont conçu à cette table de cuisine en 1959 a complètement changé le cours de nos vies, non seulement en m'éloignant du danger, mais aussi en ouvrant des chemins que nous n'aurions jamais empruntés si nous étions restés à Guadalajara. Cette décision de partir, de tout reconstruire à partir de zéro, a été l'acte le plus courageux et le plus aimant que mes parents auraient pu faire pour moi. Ils ont sacrifié la sécurité du connu. Ils ont tout risqué pour un avenir incertain, juste pour me donner la chance de guérir, de grandir, de vivre sans l'ombre constante de la peur. La justice officielle a fait sa part. A condamné le monstre à la prison où il a finalement rencontré sa fin. Mais la véritable justice, celle qui comptait vraiment pour notre famille, était celle que nous avons construite de nos propres mains. Le choix délibéré de ne pas permettre à cette violence de définir le reste de nos vies. Le refus d'être des victimes pour toujours. La détermination de construire quelque chose de beau à partir des ruines.
S'il y a une leçon que cette longue vie m'a apprise, et que j'aimerais partager avec vous qui nous regardez, c'est que notre pouvoir de guérison est bien plus grand que nous l'imaginons. Peu importe la profondeur des blessures, l'obscurité de la nuit, il y a toujours la possibilité de l'aube. Il y a toujours un chemin vers la reconstruction, vers la rédemption, vers la joie. Mes chers amis qui m'avez vu jusqu'ici, je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cette vieille dame raconter son histoire. Si mon voyage a touché votre cœur de quelque manière que ce soit, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Chaque abonnement me donne le sentiment que cela valait la peine d'ouvrir mon cœur, que mes mots peuvent peut-être apporter du réconfort ou de la force à quelqu'un qui traverse sa propre vallée d'ombre. Et si vous voulez entendre d'autres histoires de dépassement comme la mienne, ma petite fille publie plusieurs témoignages d'autres grands-mères qui racontent des histoires de douleur, de résilience et de triomphe. Des histoires qui nous rappellent que nous sommes beaucoup plus forts que nous l'imaginons, que nos cicatrices, même si elles ne disparaîtront jamais complètement, peuvent devenir des marques d'honneur qui racontent non seulement ce que nous avons souffert, mais surtout comment nous avons survécu. Jusqu'à la prochaine vidéo, mes chéris. Que Dieu bénisse chacun de vos voyages et que vous ne perdiez jamais espoir. Même dans les nuits les plus sombres, cette grand-mère est la preuve vivante qu'il y a toujours de la lumière au bout du tunnel.